Donc, bienvenue sur cette visioconférence que l'on a fait un peu en urgence avec notre référente filière bovine, la DRAF et l'école des taux de Toulouse sur la thématique MHE qui concerne l'Occitanie, mais pas que. Mais là, voilà, on a invité tous les vétérinaires sanitaires de la région Occitanie, les IDPP et quelques partenaires. Je vais faire brièvement l'introduction puisque je m'occupe aussi de faire entrer les personnes et je vais laisser la parole à Estelle Kern ou à Valérie Vogler. Je ne sais pas qui commence, peut-être Valérie Vogler de la DRAF sur le point réglementaire et je te laisse partager ton écran. Ok, merci Sophie. Si Estelle veut démarrer, sinon je vais démarrer. Et puis après, Non, c'est parfait. Ok, d'accord. Hop, c'est bon? Oui, on le voit. Ouais, ok. Alors, ça va être donc la partie un peu réglementaire et de situation. Et après, ça sera complété très utilement par Estelle Kern et le professeur Schelcher sur des considérations beaucoup plus pratiques, voilà, de traitement et de lutte contre la maladie. Donc, alors, si ça veut bien passer à la suivante. Rappel sur la maladie, mais je pense qu'Estelle y reviendra. Donc, à retenir, maladie virale à transmission vectorielle, donc une arbovirose, des ruminants domestiques et sauvages, principalement connus pour ses dégâts sur le cerf de Virginie, et également des signes cliniques rapportés sur les bovins et constatés depuis peu en France sur des bovins. A priori, les petits ruminants peuvent être porteurs, mais a priori, aucun cas symptomatique n'a été détecté selon la littérature actuelle en tout cas. Donc voilà, je vais rester très prudente et mesurée et modeste sur le dispositif. Donc chez les bovins, c'est des signes, je ne les décris pas parce que Estelle va y revenir, mais en tout cas, à retenir, c'est que c'est vraiment similaire à la FCO. Et a priori, dans la littérature, on rapporte une faible mortalité. Donc, la transmission se fait par des moucherons culicoïdes, en fait, comme la FCO. À noter, pas de transmission à l'homme, c'est important de le rappeler tout le temps, de manière à voilà, pas générer d'inquiétude de ce côté-là. Et par contre, une info qui est plus négative, qu'il n'y a pas de vaccin disponible actuellement sur cette maladie. Donc, au niveau de la situation sanitaire, donc c'est, comme je l'ai dit déjà, une maladie qui est bien connue en Amérique du Nord, mais également présente en Australie, en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc, vous avez une carte qui date un peu, mais qui est quand même de la situation actuelle. Mis à part l'Europe, parce que la carte date un peu. Pour la situation en Europe, donc la maladie, le virus a été détecté en octobre 2022 en Italie, puis en Espagne. C'est le même virus, le sérotype 8, qui a été à l'origine d'un épisode en Tunisie en 2021. Et donc en Espagne, depuis 2022, on constate une extension progressive vers le nord et l'est, et avec mi-septembre une distance à peu près 100 km de la frontière française. Donc là, la carte que vous avez date du 25 septembre, donc où il y avait 3 foyers rapportés. Au 28 septembre, donc le jeudi de la semaine dernière, il y a 19 foyers en France notifiés, donc 3 dans les Pyrénées-Atlantiques et 16 dans les Hautes-Pyrénées, en sachant qu'il y a une mise à jour nationale tous les jeudis des cas ainsi que du zonage. Donc là, vous avez un tableau que je ne vais pas commenter et qui est disponible sur Internet et mis à jour toutes les semaines du nombre de foyers déclarés depuis octobre 2022 en Europe. Donc, j'essaie de passer la diapo suivante. Hop. Donc, pour vous rappeler que justement, vous pouvez trouver toutes ces données de situation épidémiologique sur la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, donc disponible sur Internet à l'adresse que je vous ai mentionnée là, avec un bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale mis à jour tous les mardis soirs.
donc sur la situation de différentes maladies, hein. Donc, c'est utile, si vous recherchez des infos, de vous y référer. Alors, j'ai des petits problèmes de passage de diapositive. Voilà. Donc, sur la réglementation, en préalable, hein, je voudrais dire que c'est un virus qui est donc introduit récemment en Europe, hein, depuis octobre 2022, avec une manifestation qui est saisonnière, il y a des répétitions, mais c'est pas grave, et d'une clinique qui est relativement variable selon les cheptels. La détection en France est très récente, comme vous venez de le voir. La notification officielle de la confirmation a été faite le 21 septembre. Et donc, on a un dispositif de suivi qui est en cours de mise en place. Donc, voilà, faut faire preuve de tolérance, hein, sur le dispositif qui se met en place un peu pas à pas. A priori, l'impact clinique du virus en moyenne est limité, mais néanmoins, il y a des cas sévères, hein, dans certains élevages qui sont rapportés sur les bovins, hein. Je rappelle que c'est une arbovirose dont la lutte est complexe, avec une efficacité qui est souvent limitée, en référence à l'expérience sur la FCO, hein, où voilà, les moyens de lutte n'ont pas permis d'endiguer la progression en fait du sérotype 4 et 8 en France, puisque maintenant la France est considérée comme infectée du sérotype 4 et 8, donc en enzootie saisonnière, avec a priori peu de manifestations cliniques, mais néanmoins on a un épisode dans Occitanie, enfin nord-ouest, nord-est pardon, de l'Occitanie, et puis dans le Massif central également, hein, de cas cliniques de FCO depuis mi-août à peu près, donc à signaler. Les moyens de lutte, c'est une désinsectisation avec ces limites d'efficacité que vous connaissez bien, et ses impacts aussi sur l'environnement. Et l'autre moyen, c'est une restriction des mouvements avec des périmètres qui sont très étendus du fait des déplacements potentiels du vecteur. Donc, c'est 150 km au niveau réglementaire. Donc, déplacement du vecteur, évidemment, en transport avec des animaux infectés, mais également en transport par d'autres moyens, et éventuellement aussi par le vent, et avec des impacts économiques conséquents de ces restrictions au mouvement pour les filières d'élevage. Donc, on a donc une mise en place qui est progressive des mesures, avec des ajustements qui vont encore intervenir. Il y en a eu ce week-end que je vais vous décrire tout à l'heure. Donc, ces ajustements vont se faire en fonction de l'évolution de la situation, aussi des résultats des échanges qui sont en cours entre les acteurs, hein, au niveau national, mais aussi avec l'Union européenne et les pays importateurs de nos produits. Donc, on a affaire à des règles évolutives, et il faut le garder en tête, hein, et ces ajustements sont absolument indispensables pour l'ensemble des acteurs. Donc, la réglementation, pour planter le décor, et Estelle y reviendra, hein, donc c'est une maladie qu'on dit maladie DE, selon la loi santé animale, hein, de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire une obligation de déclaration des foyers et de notification à l'Union européenne, et une restriction des mouvements vers les autres pays de l'Union européenne pour les bovins et petits ruminants sur un périmètre de 150 km autour des foyers. Donc, il y a possibilité de départ vers d'autres pays de l'Union européenne, mais uniquement pour des abattages et sous conditions. Donc, ces restrictions au mouvement sont en place depuis le vendredi 22 septembre sur la zone réglementée qui était définie à cette date, au 22 septembre, sachant qu'elle a évolué depuis. C'est aussi une maladie qui est sur la liste des maladies à notification à l'Organisation mondiale de la santé animale. Et concernant la réglementation française, elle est très récente, hein, puisqu'il y a un arrêté qui a été pris suite au premier cas le 23 septembre, et qui a été modifié ce week-end, hein, par un arrêté du 29 septembre. Donc, sur la réglementation française, au niveau du lieu de détention, au niveau du foyer, d'abord, en cas de suspicion, hein, il y a un arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui est pris par les directions départementales en charge de la protection des populations, qui demande l'isolement, la séquestration des animaux, la visite, le recensement des animaux et troupeaux, les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques, et la réalisation d'une enquête épidémiologique. Donc, au niveau du lieu de détention, en cas de confirmation, donc il y a un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui est pris.
Donc, les ruminants qui ont des signes cliniques ne peuvent sortir de l'exploitation. Les autres ruminants sont autorisés à circuler selon les règles générales de la zone réglementée qu'on verra tout à l'heure. Donc, il y a un recensement, ça a déjà été dit tout à l'heure au niveau de la suspicion. Et ensuite, une surveillance réalisée par le vétérinaire sur les animaux pour détecter les cas cliniques avec éventuellement d'autres analyses si nécessaire. Et ces mesures sont maintenues, en tout cas telles que c'est prévu actuellement, dans un délai de 2 ans après l'observation du dernier cas dans l'exploitation. Hop, excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Donc, concernant le zonage de 150 km autour des foyers, donc c'est l'autre mesure, en plus des mesures prises sur les foyers. Donc, il y a ça met en place à la fois une surveillance et une restriction au mouvement. Donc, la restriction au mouvement, c'est une interdiction de principe, on va dire, de sortie des bovins, ovins, caprins et cervidés des établissements de la zone réglementée. Et par dérogation, on peut autoriser des mouvements de retour d'estive sous réserve d'un traitement de désinsectisation avant le départ de la zone d'estive, ou encore des mouvements vers l'abattage si c'est un abattage dans les 24 heures. Et après, autre dérogation au mouvement, donc il est possible qu'il y ait des mouvements d'animaux s'il y a eu un traitement de désinsectisation 7 jours au moins avant le départ, et des prélèvements pour PCR, pour recherche de la maladie hémorragique en zootique avec des résultats favorables. À l'exportation, c'est variable en fait selon les pays de destination, en sachant qu'il y a beaucoup de pays tiers qui ont fermé leur marché à la France depuis la déclaration du premier cas, et notamment les pays du Maghreb, mais pas que. Je passe ça, hop, un peu trop vite. Toujours sur le zonage, à noter qu'il y a une mesure particulière concernant les centres de rassemblement qui sont situés dans la zone réglementée, qui peuvent encore recevoir des animaux issus de zones indemnes, on va l'appeler comme ça, sous réserve d'une désinsectisation avant le départ de la zone indemne de ces animaux. Et ils ne peuvent rester dans ce centre de rassemblement que 48 heures. Et ils peuvent partir après pour les échanges et potentiellement pour l'export, sous réserve que les véhicules soient désinsectisés et du respect de cette durée de 48 heures. Donc, c'est important de le préciser pour des vétérinaires qui réalisent de la certification. Donc, je vous ai remis le schéma réalisé par le ministère. Je ne sais pas si vous éclaire plus sur les restrictions au mouvement, mais voilà, c'est redit de forme sous un format schématique. Donc, je le redécris pas. Donc après, vous avez là comment dire, le périmètre de zonage, pas très très visible, en jaune, c'est des périmètres de 150 km. Vous avez les communes où il y a des foyers, dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Et donc, je vous rappelle, 3 foyers dans les Pyrénées-Atlantiques, 16 dans les Hautes-Pyrénées. Le zonage, là, il est fait de manière, on va dire, circulaire, mais en fait, c'est un zonage qui est fait au niveau communal. Il concerne 12 départements, dont 8 en Occitanie. Et donc, il y a une révision des cas et puis du zonage tous les jeudis donc par le ministère de l'Agriculture. Hop. Et alors, excusez-moi, voilà, c'était bien ma dernière diapo. Donc, concernant la surveillance de la maladie dans la zone réglementée, le principe, c'est bien sûr l'éleveur qui informe son vétérinaire sanitaire, le vétérinaire sanitaire qui notifie à la direction en charge de la protection des populations et qui utilise une fiche de notification qui est la même que celle pour la FCO, qu'en principe, le GTV Occitanie vous a mis sur son site. Pour la confirmation, c'est un prélèvement sur 100 EDTA sur chaque animal avec des signes cliniques et un envoi au labo agréé. Vous avez la liste des labos agréés. Donc, il y a eu agrément dans l'urgence d'un certain nombre de laboratoires. On est bien desservi au niveau du territoire pour les laboratoires.
Et dans un deuxième temps, en cas de confirmation, il y a un envoi par le laboratoire agréé, donc le laboratoire de proximité, vers le laboratoire national de référence, l'ANSES, pour une confirmation. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Merci Valérie. Donc, on va passer à la présentation d'Estelle. Tu mets le micro? Le micro? Non, toujours pas. Ça marche mieux avec le son? Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez mon écran? Non? Bon, pas encore. Pas Vas-y. encore. Non. Je te dis quand on le voit. Hop. Ça y est, c'est en cours. Ça y est. C'est bon avec le diaporama qui défile? Oui, c'est bon. Parfait. Donc là, l'idée, c'est de compléter un peu les points que Valérie a donnés. Elle a dit l'essentiel et je vais juste peut-être les répéter d'une autre façon. En essayant de répondre aux questions là, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on fait? Juste un petit point sur le nouveau classement des maladies réglementées. On est en plein dans la mise en application pratique de la visite sanitaire que vous devez tous faire sur les bovins et pour lesquels on raconte à tout le monde que les maladies elles sont réparties en différentes classes A, B, C, D, E. On a une belle application pratique avec la maladie hémorragique épizootique qui est DE. Sur cette diapo que j'ai extrait de ce qu'on laisse aux éleveurs dans le cadre de la visite sanitaire, c'est bien rappelé que les mesures elles sont proportionnées aux dangers économiques. Et on a classé la maladie hémorragique épizootique en DH, donc on espère que les dangers économiques seront moindres que celui pour la FCO qui est rangé en CDE. En tout cas, c'est ce que nos experts européens ont estimé quand ils ont fait ce classement, si j'ai bien compris. Cette nouvelle catégorisation, c'est dans le cadre de la LSA qu'elle a été mise en œuvre. Et l'idée, c'est vraiment de hiérarchiser les priorités sanitaires et de répartir les rôles des différentes parties, avec une responsabilité renforcée au niveau des opérateurs, que sont les éleveurs, les négociants, les transporteurs, les centres d'assignation, etc. L'idée, c'est vraiment de renforcer la prévention, d'obtenir une meilleure détection et un meilleur contrôle des différentes maladies qui nous arrivent. Et là encore, avec la MHE, on est en pleine application, mise en pratique de tout ça. Alors en gros, ça remet juste sur le papier ce qui se faisait déjà avant, c'est-à-dire qu'il y a une autorité compétente et des opérateurs, et tout le monde fait ce qu'il faut pour que la surveillance des maladies animales répertoriées elle se fasse bien. La qualification de tout ça, c'est vraiment l'enjeu de tout ça, c'est vraiment de maintenir la qualification pour les échanges, et on voit bien à quel point les marchés sont réactifs, puisque dès qu'on a annoncé un cas dans les pays du Maghreb, il y a déjà des marchés qui ont été fermés, dans les pays tiers, on va dire, parce qu'il paraît que pas que. Et juste la place du veto dans tout ça, où est-ce qu'elle est? Ben, l'interface entre les opérateurs et l'autorité compétente que représentent nos DSV, la DRAF, la DGAL. Et on a vraiment un rôle pour faire remonter les informations et recenser tous les cas cliniques. Et concrètement sur le terrain, ben, ça veut dire que dans nos services décentralisés de l'État. Ils ont à gérer toutes ces nouvelles notifications. Donc, ils ont plus de travail, moins de personnes pour le faire. Donc, comme c'est un petit peu la règle de base, on va dire, dans notre secteur, plus de boulot, moins de gens sur le terrain. Donc, bon courage à tout le monde et beaucoup de bienveillance dans nos échanges avec nos différents partenaires pour que ça se passe bien. Alors, le descriptif de la maladie, je ne vais pas vous refaire un topo, il y en a plein qui ont circulé. On peut s'appuyer sur le poli des maladies contagieuses qui a été diffusé, celui des ENV qui est disponible en ligne. Je vous remets les liens ici. On vous fera passer le diaporama et l'idée, c'est d'avoir sur un seul endroit tous les liens dispo qui sont faciles pour faire diffuser les infos aussi au sein de vos cabinets par rapport à tous ceux qui n'ont pas forcément pu assister à la visio. Le poli de l'école Veto, il se complète bien avec la note de l'ESA sur tout ça. ESA qui fait suivre dans son bulletin hebdomadaire l'avancée du front de la maladie et qui est disponible en ligne, mais qui est aussi envoyé toutes les semaines par Virginie.
L'idée ici, c'était de s'appuyer un petit peu sur ce que les confrères sur le terrain, ils ont vu. Ils nous ont envoyé des photos qu'on va vous partager. On dit que ça ressemble beaucoup à la FCO, mais je ne sais pas si tout le monde a déjà vu de la FCO dans sa clientèle. Après, la maladie, apparemment, se propage très vite, donc bientôt, on en aura tous vu. Mais au cas où, voilà. Et historiquement, comme ça a commencé dans le 64, j'ai contacté des vétos du 64. On va commencer par le retour d'expérience du docteur Lafont, qui est dans le Haut-Béarn à Oloron-Sainte-Marie. Lui, quand je l'ai interrogé, il avait eu 25 cas répartis dans 21 élevages. Il avait observé les cas principalement sur des bovins adultes, quasi exclusivement, des vaches autour du vélage, une avant vélage et l'autre après vélage. Le tableau clinique le plus fréquent qu'il a rencontré, c'est des lésions sur le mufle avec des congestions, une réaction érythémateuse diffuse, des taches rouges, brunes coalescentes qui peuvent affecter toutes les zones dépigmentées, possibilité d'avoir des croûtes ou du jetage au niveau des orifices nasaux, du ptyalisme et un jetage minime marqué. Dans le poli de l'école veto, il parle aussi de bavite, pour un terme clair qui explique bien ce que l'éleveur voit en premier. Apparemment, sur l'épidémie en France, ça se confirme. Ulcération buccale sur le bourrelet incisif d'extension variable et parfois profonde avec un enduit nécrotique. Hyperthermie, oui, mais inconstante. Anorexie, amaigrissement selon l'intensité des symptômes. Boiterie, généralement peu marquée, et chute de production laitière. Sur 2 vaches atteintes, il a eu aussi diarrhée du sang en nature associée à des symptômes respiratoires. Et le moment que vous attendez tous, les photos. Voilà, donc on a fait une petite compilation un petit peu des différentes stades, des différentes lésions qu'il a pu observer au niveau du mufle. Donc, pour ceux qui ont déjà eu de la FCO, ça y ressemble quand même vraiment beaucoup. Tout le monde s'accorde pour dire que d'un point de vue purement clinique, on ne peut pas faire la différence. Il n'y a que l'analytique qui peut nous aider de ce côté-là. Et donc, je vous remets aussi toute une autre série de photos pour montrer un peu qu'on peut avoir différentes évolutions, certainement en fonction du moment où on voit l'animal. Ce qu'il voulait dire aussi, c'est que on a des lésions aussi sur les animaux qui sont peu impactés. J'ai demandé aussi un témoignage du docteur Denis Trapp, qui est aussi dans le 64. À l'époque, il avait eu que 3 cas suspects sur la clientèle, quelques suspicions en cours, avec fièvre, lésion buccale, larmoiement, abdomen relevé. Il a fait un traitement de soutien à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'oxytétracycline, et qui ont permis de soutenir la vache qui va bien à ce jour. Le taureau, c'est un petit bug de ma part, il n'a rien à faire ici. Donc voilà les photos des lésions qui ont pu être observées par Denis sur ces vaches. On est peut-être là sur un stade un petit peu plus avancé que celle que j'ai présentée avant. Voilà, je vous les laisse un petit peu sous les yeux, histoire que vous les ayez bien en tête, pour vous mettre en appétit. Alors, du coup, quand on a fini avec le volet, qu'est-ce qu'on voit? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que Denis et Jérôme, ils sont là, ils pourront répondre en direct, mieux que moi, puisque c'est eux qui l'ont vécu. Et maintenant, on va essayer un petit peu de regarder et de faire le point sur qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue réglementaire? Valérie, elle a bien calé les choses, donc j'y reviens pas. Et moi, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que praticiens, pour mieux connaître la maladie? Parce qu'on a quand même la chance d'avoir une école veto sur notre territoire qui a toujours su répondre à nos besoins de praticiens. Du coup, s'il est parmi nous, je vais laisser la parole à François Schelcher pour voir s'il veut nous en toucher 2 mots. Donc oui, bonjour. À ce stade, je ne vais pas retarder inutilement. Donc, il n'y a pas de demande spécifique. Il y a un certain nombre de choses qui concernent des descriptions précises et fines de la maladie, mais je pense qu'il faut que nous l'articulions avec les données qui sont recueillies par ailleurs et qui seront traitées par l'ANSES. En revanche, si vous avez des questions ou autres auxquelles on puisse répondre via la connaissance de la littérature, n'hésitez pas, j'essaierai de le faire en combinaison avec nos collègues. Merci François.
Une fois qu'on voit un petit peu ce qu'on peut mettre en place, nous, ce qui nous intéresse quand même comme praticiens, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les animaux. Alors, on est sur une maladie virale, donc on va gérer ça comme une autre maladie virale qu'on connaît bien, la FCO, et on peut se reposer que sur des traitements symptomatiques. Antipyrétiques, anti-inflammatoires, avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si l'utilisation au cas par cas d'anti-inflammatoires stéroïdiens en fonction de la sévérité des troubles vasculaires ou fonctionnels sévères, s'ils sont présents. Il faut aussi, bien sûr, prévenir les surinfections et avoir recours à des anti-infectieux classiques, on va dire. Il n'y a pas de toute façon, on n'est pas sur une maladie bactérienne, il n'y a pas de recommandation particulière. Et au cas par cas, bien sûr, s'il y a des troubles de la déglutition face au pialisme, on peut aider les animaux avec des sondages et des perfusions de soluté bicarbonatée. Voilà un petit peu pour ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Et il n'y a rien de révolutionnaire, mais des fois, c'est quand même bien aussi de clarifier un petit peu les choses par rapport à ça. Parce que des fois, sur le terrain, il y a des rumeurs qui peuvent se répandre très rapidement et qui ne sont pas forcément fondées. Cette diapo, il faut bien l'avoir en tête et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Là, c'est ce qu'on peut faire donc pour éviter un peu, quand on a des animaux malades. L'autre levier, comme elle a dit Valérie tout à l'heure, c'est ce qu'on peut faire pour réduire la transmission. Réduire la transmission, ça rebase sur bien connaître le culicoïde qui transmet la maladie. Je vous ai mis là des cartes que je trouvais assez parlantes, qui sont issues du site de l'ESA et qui remontent un petit peu, qui montrent un peu l'activité, la répartition des culicoïdes sur leur territoire et les inactivités hivernales qu'on peut en attendre. C'est ce qui a été observé entre 2009 et 2012 sur les différents piégeages qui ont été faits. Et à l'époque, ce qu'on pouvait dire, c'est que les zones avec une faible période d'inactivité, elles sont très variables d'un département à un autre. Et pour les départements rouges, on peut s'attendre à 4 semaines ou moins d'inactivité vectorielle. Orange, 5 à 8 semaines. Et dans les départements vert clair, 13 à 16 semaines d'inactivité seulement. Et pour les verts foncés, plus de 16 semaines. Les directions départementales des services vétérinaires ont fait passer des tableaux d'insecticides validés par l'ANSES sur les données actuellement mises à jour de ce qu'on peut attendre des différents antiparasitaires en fonction de la molécule présente et des retours de l'expertise qu'on en a à l'heure actuelle. Il y a des questions aussi terrain qui nous sont remontées aussi concernant la biologie propre des culicoïdes, à savoir est-ce que si on essaye de cibler des périodes de rentrée plutôt dans la journée, plutôt dans la nuit, on aura une meilleure action de prévention pour les animaux. J'ai brièvement cherché ce matin ce que je pouvais trouver, j'ai rien trouvé de bien flagrant. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire aurait des éléments par rapport à ça? Sur la biologie, on va dire, du culicoïde, et est-ce qu'on peut optimiser la prévention en rentrant préférentiellement les animaux sur une certaine période de la journée ou pas? Ah, Sophie, elle avait enlevé son micro, mais c'était une erreur de manip, c'était pas une volonté de prendre la parole. Du coup, c'est une question que je laisse en suspens et je vais essayer de creuser pour voir s'il y a une réponse. Mais le plus souvent, quand on trouve pas facilement l'information, c'est que on ne la connaît pas bien ou qu'elle n'est pas trop validée, ou je sais pas. En tout cas, je la laisse en suspens et puis on reviendra vers vous par rapport à ça. Voilà, c'est la fin de la présentation que j'avais pensé partager avec vous. Normalement, Virginie, tu fais un petit check régulier des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été soulevées par rapport aux symptômes? Alors, comme j'étais sur les admissions et en même temps, il y a pas mal de monde qui voulait nous rejoindre, mais on était complet. Je répondais à tous les autres messages extérieurs. Pardon. Je Je suis en j'ai train pas de eu le temps. regarder là. Ouais, vas-y, regarde sur le chat. Alors, du coup, il y a Émilie au Chat-Perché qui nous dit qu'elle a constaté d'un bourrelet. Émilie, tu veux prendre la parole pour expliquer ce que tu as écrit? Attends, si j'y arrive. Oui, Oui, c'est bon. tu arrives. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Oui, alors je veux bien prendre la parole parce que je suis un peu en colère en fait. Je suis un peu en colère parce que en fait là, je, je, on n'est pas, je suis pas la seule à être en colère, hein.
là, en fait, nous, par exemple, dans l'Ariège, on n'est toujours pas déclaré comme infecté. Hein. Là, voilà, tout le monde dit il y a des foyers dans 64, 65. Nous, on est à peu près à 15 foyers. D'accord? Tout, ça fait au moins 15 jours qu'on est en attente de confirmation par le LNR. Tout le monde sait qu'il y en a, mais tout le monde ferme sa gueule. Alors, c'est assez insupportable. En Haute-Garonne, c'est pareil. Et on aimerait bien savoir quelle est la volonté de l'État. Voilà, clairement, politique. Ce matin, j'étais à la bipartite. J'ai bien compris que, en gros, faut pas dire qu'il y a des foyers pour pas que la zone réglementée, elle augmente, en fait. Voilà. Nous, on voit sur le terrain qu'il y a des vaches qui meurent. D'accord? Moi, sur 15 cas, j'ai 3 vaches mortes déjà. 3 vaches mortes. En FCO, je suis désolée, on n'avait pas ça. Hein? Donc, pour moi, les symptômes cliniques, ils sont beaucoup plus marqués que ce qu'on avait en FCO. Vraiment. Cliniquement, on a des vaches qui ne peuvent pas bouffer, qui ne peuvent pas boire. Voilà, il y a une vache, on a beau la drencher. À la fin, on peut même plus les drencher tellement dans la gueule, c'est immonde. Donc voilà, je veux quand même essayer d'alerter les vétos, leur dire que cette maladie, elle est grave. Et quand moi, j'entends la directrice de la DDPP ce matin qui me dit « Mais non, c'est pas grave, il n'y a pas de mortalité, il y a 1% de mortalité. Mais non, c'est pas si grave que ça, il faut pas mettre le feu. » Voilà. Sur le terrain, c'est pas comme ça. Hein. Sur le terrain, nous, on a des cas. Alors, l'Ariège, c'est infecté. La Haute-Garonne, c'est infecté. On fait des nombres de suspicions par jour, vous imaginez même pas. Hein. Donc, voilà. L'actualité, elle est là. Donc, je ne sais pas quelle est la volonté politique de retarder les résultats du LNR. Voilà, parce que la vérité, elle est là. Donc, à un moment donné, il faut quand même taper du poing sur la table et dire que cette maladie, c'est pas rien. Voilà. Et c'est pas une grippette, c'est pas rien. Les vaches, elles sont vraiment, mais vraiment malades. Voilà ce que je veux dire. Donc, le bourrelet gingival, on l'a tout le temps. La température, on l'a au départ et pas tout le temps. Forcément, ça dépend quand on a pris la vache. Mais en tout cas, il y a des vaches qui meurent. Voilà. Je tiens à vous le dire. Je ne sais pas si cette réunion va le déboucher sur quelque chose. Je ne sais pas ce que va nous dire la DRAF. Je ne sais pas ce qu'on va nous dire, mais je veux qu'on nous explique pourquoi on ne dit pas qu'il y a des cas. Pourquoi on reste sur 64, 65 et c'est 150 km. Voilà. Moi, j'aimerais bien que là, tout de suite, quelqu'un réponde à ma question. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, Émilie, bon, on va passer la parole à Valérie, qui sera certainement la plus à même d'apporter des éléments par rapport à ça. Moi, juste, tu as dit tout à l'heure que sur la FCO, il n'y avait pas de mortalité. Sur l'épisode de FCO qu'on est en train de vivre actuellement en Occitanie, c'est quand même pas comme ça que ça se passe. Il y a des cas de mortalité qui ont été. Non, je te parlais en bovin surtout. Hein. Alors Oui, moi après, aussi, je te parle en bovin. En bovin, on est aujourd'hui à 20% de mortalité sur les animaux malades, 50% sur les ovins. Je vois que François Chelcher a levé la main, du coup, allez, je Attends, vous laisse je la parole. si le 31, je peux remettre une couche sur Émilie, je vais être bienveillant, parce que je te demande de la bienveillance. On est exactement dans le même processus. Il y a 3 semaines, une prise de sang est envoyée au LNR, donc un cas sur Montréjou. On On t'entend a, très mal. Est-ce que tu peux parler plus en face de ton micro, s'il te plaît? alors, là, c'est mieux? Super, merci. Voilà. On est exactement dans le même cas que le 09, puisque il faudra aussi que le 64 et 65 parlent, parce que je pense qu'il doit être à plus de 200 à 300 cas cliniques. Nous, il y a une prise de sang qui a été envoyée au LNR il y a 3 semaines, d'un cas de Montrégeau. Donc, le département 31 n'est toujours pas infecté. Là, on est à 10 ou 12 dépistages par jour depuis qu'on a attendu l'autorisation de pouvoir faire les dépistages. Le cas du LNR est toujours pas revenu. Donc, on refait exactement les mêmes conneries qu'il y a 10 ou 12 ans avec la FCO, où c'est le LNR qui détermine les typages de FCO à l'époque et qui refait la même chose pour le. Sauf que le problème du LNR, c'est qu'apparemment, ils ne peuvent pas traiter 30 analyses par jour, mais tout au début, ils n'en ont pas eu 30. Maintenant, ils vont en avoir une centaine par jour. Hein. Nous, on est à des cas de morbidité qui dépassent plus de 20 à 30%, alors que c'était marqué 10, et des cas de mortalité aussi. Après, j'aimerais aussi, parce que là, on parle d'une mise à jour tous les 2 jours. Oui, c'est sûr que si les cas ils sont pas identifiés ou validés, on va rester à 3 foyers. On va laisser passer Cournon, parce que je pense que Cournon a été une grande décision par rapport à maintenir le salon. Et une fois que Cournon sera passé, peut-être que là, ça va se déclencher. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de pousser la poussière sous le tapis en disant on déclenche peu de cas, parce que quelqu'un a veto qui n'est pas de département 64, 65, 31, 09, il va dire bon, ça démarre, là, il reste 15 jours de beau temps, on va arriver sur l'automne-hiver, ça va passer tranquille. Mais là, ce n'est pas en train de passer tranquille. Hein. Je peux vous dire que nous, ça monte. On a dû aussi attendre la décision préfectorale du dépistage, parce qu'avant cette décision, la prise en charge n'était pas faite, donc c'était à la charge de l'éleveur.
Donc, nous, on avait freiné les 4 pieds avant de faire les dépistages parce qu'on s'est dit, si en plus, c'est l'éleveur qui doit payer la visite, le déplacement, plus la prise de sang, on ne va pas en plus lui faire payer ça. Donc là, maintenant, c'est établi. On a dû un petit peu actionner, mais merci à l'ADP 31 qui a fait valider la chose que maintenant, c'est pris en charge, c'est une mission sanitaire. Donc, voilà à peu près où on en est. Mais comme a dit Émilie, ce n'est pas une petite prise, hein. Après, c'est là où je voudrais que Shelcher, en fait, me dise, est-ce qu'il peut y avoir un combo MHE et FCO? Parce qu'en Aveyron, on a donc dépisté la FCO type 8, mais une variante. Est-ce qu'il a été recherché, du coup, sur les analyses, la présence de MHE ou pas? Alors, je peux te répondre à très court terme. Pour l'Aveyron, oui, il y a eu une recherche d'analyse. Ceux qui étaient positifs en FCO ont été recherchés en MHE. Et à partir d'aujourd'hui, le LNR n'a pas mis en évidence de co-infection. Après, pour le reste, je laisse la parole à François Chéchier. Mais tu as eu les résultats du NNR sur des dépistages de MHE, là? Je te dis que sur les vaches qui étaient positives en FCO, quand la MHE a été recherchée, elle n'a pas été trouvée. D'accord? Donc, tu as eu des résultats de MHE avant notre dépistage de MHE du 31 depuis 3 semaines. Moi, dans ma zone, j'ai pas eu de résultat de MHE positif. Je suis en plein FIJAC dans le Lot. Et non, c'est pas ce que je t'ai dit. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que pour les animaux positifs en FCO 8, sur lesquels la MHE a été cherchée, elle n'a pas été trouvée. Donc, je te réponds, tu as eu quand même des résultats d'analyse MHE qui sont négatifs. Oui. Nous, on est toujours dans notre résultat d'attente de MHE depuis 3 semaines qui n'a pas été encore fait. On a commencé avant, on a commencé mi-août et je pense qu'on a largement contribué avec notre épidémie de FCO8 à surcharger, à mettre tout le monde en surcharge. Allez, la parole à François. Ouais, non. Bon, bah d'accord. La parole à Valérie. Oui, bah, j'entends tout à fait ce qui se dit. Donc, enfin, on est face à un épisode qui démarre. Donc, l'ANSES et puis essaie voilà, de donner des informations, voilà, et de traiter les informations le plus vite possible. Il y a un choix qui a été fait, donc les départements en fait, qui se sont exprimés à 1, 0,9 et 31, sont dans la zone réglementée, donc sont soumis à la surveillance MHE, donc depuis la sortie de l'arrêté, avec effectivement une prise en charge de la visite et puis de l'analyse MHE. Le choix a été fait de mettre à jour en fait la situation sanitaire et le zonage une fois par semaine, le jeudi, au niveau du ministère de l'Agriculture, de manière à gérer une zone réglementée qui est déjà très, très étendue, hein, de 150 km autour des foyers. Donc, avec une progressivité, en fait, de l'extension de cette zone réglementée, donc semaine par semaine, avec une appréciation de la situation qui est faite régulièrement avec les scientifiques et avec les opérateurs. Donc, s'agissant de la MHE, donc ça a été dit et dit plusieurs fois, c'est une maladie DE. Donc, les obligations en fait de l'État, c'est de certifier que les animaux d'une zone réglementée 150 km autour des foyers ne sortent pas pour les échanges intracommunautaires. D'où le fait que ce week-end, il y a en plus, de manière à comment dire, à assouplir un peu les mouvements d'animaux, la recherche par PCR avant dérogation au mouvement, donc depuis la zone réglementée. Donc je sais pas, voilà, et tout ce qui est signes cliniques et tentatives de gestion de la morbidité dans les élevages qui sont touchés. Donc, il a été redit par Estelle les possibilités en fait de traitement. Je répète qu'il n'y a pas de vaccination. Donc, en fait, il n'y a pas de gestion possible comme ça a pu être le cas pour la FCO. Il n'y a pas cette gestion-là qui est possible. Donc, la lutte possible, c'est effectivement le traitement symptomatique dans les foyers et les traitements insecticides avec les limites qu'on leur connaît. Je vois que François Schellcher veut prendre la parole.
Ouais, non, il y a Vivien Phillis qui a été, je pense, effectivement le premier à détecter des cas donc côté Haute-Pyrénées, donc qui lui aussi voulait parler. Donc je pense qu'il vaut mieux le laisser d'abord et éventuellement que je le complète après avec des aspects de type connaissance globale et générale. Voilà. Attends. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Oui, donc pour répondre un peu au 31 qui appelait à avoir des nouvelles du 65, donc alors pour parler très crûment, vous ne pouvez pas vous imaginer les branlées qu'on ramasse tous les jours, quoi. C'est-à-dire que pour être à peu près juste en données chiffrées, on a à peu près 20 000 bovins en clientèle. Je pense qu'on est à plus de 2000 voire 2500 malades de ce qu'on a pu chiffrer à peu près, sachant qu'on le sous-estime sans doute grandement. On a quand même, alors pour être un peu moins sévère qu'Aurélie, on a quand même des mortalités beaucoup moindres par rapport à ce qu'elle décrit. Nous, on est à, je pense que sur la clientèle, on a 14 cas officiels de suspicion là, validés. On a fait, je pense, 180 prises de sang, donc qui équivaut à 180 élevages touchés. Et on continue à en faire régulièrement. Et donc, ça fait. Le premier cas, c'était le 7 septembre. On a eu une pause d'une semaine à peu près, où on n'en envoyé pas d'autres, qui correspond à peu près, parce que c'est sur la même zone que mes confrères de Montrégeau, donc je pense que ça correspond à leur prise de sang à eux. Donc la mienne a été confirmée le 19. Et derrière, depuis le 20 à peu près, c'est une flambée perpétuelle tous les jours avec une soixantaine de visites par jour, avec uniquement pour sujet vache qui bave et qui n'arrive pas à manger. Donc cliniquement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est quand même très très marqué, même sur certains cas où les gens sont très réactifs. Donc on en drench beaucoup, on y arrive quand même à peu près encore à les sortir du problème. Mais quand même, il y a certains cas où c'est très sévère. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est quand même très variable d'un élevage à l'autre, où on a, nous, en moyenne, entre 3 et 6 vaches pour 50 mères à peu près qui vont être touchées. Et chez d'autres, on peut arriver à 40, 50, 60% du troupeau qui a présenté des symptômes. Donc voilà. Donc à peu près pour vous décrire la situation chez nous, où c'est, et je peux dire même ils me contrediront pas que j'ai très régulièrement la clinique de Tournaille et de Lourdes au téléphone actuellement là, qui sont dans le même état que nous, quoi. Donc voilà. Donc après je sais pas où ils en sont dans le 64, si c'est moins violent que chez nous, mais chez nous en tout cas c'est quand même c'est assez impressionnant, quoi. C'est vrai que la flambée est rapide et touche énormément d'animaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce que je vis au quotidien, je peux vous raconter, mais voilà. Non, après, c'est vrai il faut quand même prendre ça au sérieux, et c'est vrai que moi aussi, comme Aurélie, je trouve il y a sans doute des données politiques qui nous échappent et qui expliquent qu'on a des résultats qui sont quand même très, très lents, quoi. Très, très lents, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jérôme, on t'entend. Oui, alors juste pour suite à l'interpellation là de Vivien, bonjour à tous. Juste pour vous apporter un témoignage. Donc dans le 64, sur notre zone à nous, qui est une zone de Piémont à Oloron-Sainte-Marie, donc à l'entrée de la vallée d'Aspe, nous avons actuellement on a réalisé à peu près une quarantaine de suspicions. Il y a 2 suspicions qui ont été infirmées. Pour le reste, nous n'avons aucune confirmation. Alors, le nombre d'animaux est donc d'animaux malades est très inférieur probablement à ce qu'annonce Vivien là, dans le 65. Nous, je pense qu'on doit être à 40 animaux déclarés malades répartis en 35 élevages. On n'a eu aucun élevage avec un fort taux de morbidité. Pour ce qui est de la mortalité, on est actuellement à 1 cas de vache morte, donc sur 40, ça fait du 2,5%, avec
je dirais 3 ou 4 cas de vaches très atteintes qu'il a fallu perfuser, drencher, vaches incapables de s'alimenter. Donc voilà, on est sur des traitements de soutien, mais pour ces quelques cas, mais voilà, voilà ce que nous on observe, c'est 10% des cas. Pour le reste, la plupart du temps, ce sont des vaches bah, qui sont malades quelques jours et qui se rétablissent, je dis bien dans l'immense majorité des cas, hein, je ne conteste pas la mortalité possible, mais qui se sont rétablis voilà, dans 90% des cas au bout de 4, 5, 6 jours. Voilà ce que je peux vous dire pour notre petit rayon autour d'Oloron-Sainte-Marie. Bon, si je puis. Donc, simplement pour des compléments, donc je pense que c'est intéressant ce qu'a dit Vivien, et notamment par rapport à la morbidité globale. Bon, parce que ça présage d'une extension qui est beaucoup plus marquée que ce que l'on connaît ailleurs ou que ce que l'on décrit. En revanche, par rapport à la gravité générale, c'est-à-dire en termes de sévérité sur les animaux individuellement touchés et en termes pardon, de, de morbidité, ces formes sévères ont déjà été décrites et très initialement, c'était ce qu'on a appelé la maladie d'Ibaraki, donc c'était au Japon, et donc c'était déjà avec des formes considérées comme sévères, aussi bien sur le plan de la morbidité, donc de l'extension dans le troupeau, que sur le plan de la gravité des symptômes sur les animaux atteints. Dans les questions qui ont été posées, il y a la différenciation FCO. Bon, globalement, simplement, je pense que ce n'est pas possible sur le plan strictement et uniquement clinique. C'est ce qui a déjà été dit, mais il n'y a aucun élément qui permet objectivement de suggérer de possibles éléments cliniques ou épidémiologiques de suspicion différentielle. La question de la gravité respective FCO, maladie hémorragique, ben, dans l'épisode actuel côté Aveyronais, les retours que j'ai moi de terrain concernant la gravité FCO, ben, c'est qu'elle est également apparemment assez grave sur un certain nombre d'animaux, en tout cas à l'échelle individuelle, et toujours pareil en bovin. La question de la possible co-infection, ben, Estelle a répondu, hein, à l'heure actuelle, il n'y a pas de démonstration d'une co-infection sur le même animal avec virus FCO et virus MHE, en tout cas dans les résultats dont on dispose. Il faut simplement savoir que dans d'autres zones, en particulier Amérique du Nord, Maghreb, donc Maghreb au sens large, hein, c'est-à-dire Maroc, Tunisie en particulier, aussi Australie, il y a coexistence sur les mêmes territoires de FCO et de MHE. Donc ça existe. Alors ensuite, le fait que ça existe sur le même territoire, ben, on imagine que la probabilité de rencontre ou de co-infection simultanée sur le même animal va évidemment être beaucoup plus rare. Mais en revanche, c'est un phénomène qui, sur le plan de la virologie, euh, on va dire un peu plus fondamentale, est assez redouté. Pourquoi? Parce que ce sont des virus à ARN, tous les deux. Bon, c'est des cousins très proches, hein, du point de vue virologique. Et qui dit virus segmenté, ben, dit possibilité d'échange de segments d'ARN, donc de patrimoine génétique, et donc réassortiment, et donc possibilité d'évolution et d'apparition de nouveaux sérotypes.
Bon, donc, mais ça, c'est du risque, alors je ne vais pas dire théorique, parce que très probablement, ça va arriver, c'est déjà arrivé ou ça va arriver, mais bon, disons que c'est pas la préoccupation immédiate, et c'est probablement davantage une question qui taraude les virologistes, plus que, alors, de mon point de vue, même si elle est intéressante sur un plan biologique, que les praticiens. Donc voilà, c'était les quelques éléments complémentaires, hein, pas plus, que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Juste, je repars du fil, si ça vous va, du fil du chat. Estelle, Émilie a levé la main. Oh, pardon, j'ai pas vu. Émilie, à toi la parole. Et je voulais juste rebondir sur l'aspect que Vivien a évoqué par rapport aux résultats. Je ne comprends toujours pas, et peut-être que quelqu'un de l'État va répondre à la question, pourquoi doit-on passer par le LNR alors que les labos sont agréés pour la recherche MHE, comme à l'instar qu'ils le sont pour la FCO? Je ne comprends pas pourquoi on doit encore passer par le LNR, si ce n'est une volonté politique de retarder la localisation de foyers. Voilà, j'aimerais bien que quelqu'un arrive à répondre à cette question. Il y a Majida de Public Labo. Est-ce que tu as des infos? Je peux peut-être donner un Bon, élément Valérie, de vas-y. réponse, hein, et que voilà, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je fais preuve d'une grande humilité, hein, donc je ne suis pas forcément au courant de tractations nationales, de tous les échanges au niveau national. La maladie vient d'apparaître en France. Les choses se sont faites dans l'urgence. Heureusement, on a des labos qui sont des labos agréés déjà pour la FCO qui sont très compétents. Donc qui ont pu être agréés en urgence en fait sur la MHE, ce qui est le cas puisque vous avez vu une liste conséquente de labos de proximité qui sont agréés. Néanmoins, c'est un agrément qui est très récent et je pense que le LNR, donc le Labo national de référence, souhaite suivre, mais Mylène complétera éventuellement, hein, souhaite suivre aussi le sujet de très près, d'où cet envoi au LNR qui est maintenu pour l'instant, qui va peut-être pas l'être à terme, donc à suivre. Et après, il y a effectivement une volonté de procéder, non pas que des services de l'État, hein, les choses se font en cogestion, hein. Il y a des réunions régulièrement avec les représentants des OPA, enfin des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires également, sur la gestion réglementaire de cette maladie, hein. Et donc, il a été choisi de mettre à jour de manière hebdomadaire, le jeudi, à la fois la situation sanitaire et à la fois le zonage réglementé. Après, pour ce qui concerne la FCO, je pense que la situation est un peu différente. La FCO est présente sur notre territoire depuis un moment, comme vous le savez très bien. La France est reconnue comme étant en ENZOOCI de sérotype 4 et 8. Et il n'y a pas les professionnels n'ont pas souhaité déposer, puisque c'est le cas, Estelle, vous donnez les classements, donc la FCO et CDE, donc il y a la possibilité à l'initiative des professionnels de déposer un plan d'éradication. Ce choix n'a pas été fait pour des raisons qu'on comprend très bien, hein. Il y a là, pour le coup, la FCO, une fois que la FCO clinique est détectée dans un département, sur les cas suivants, il n'y a plus de validation par le LNR. La FCO, c'est aussi assez différent pour la lutte symptomatique, hein, puisqu'on a un vaccin, ce qui n'est pas le cas de la MHE. J'ai vu des questions aussi sur la surveillance de la faune sauvage. Donc, à ma connaissance, il y a des mesures qui sont prévues depuis un moment de recherche de MHE en cas de mortalité groupée de cervidés. Des informations dont je dispose, et voilà, je fais encore une fois preuve d'humilité, il n'y a pas eu
de notification, que ce soit en Espagne voilà, ou en France, pour l'instant, de cas groupés de mortalité de cervidés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu de recherche de MHE à ce stade, puisqu'il n'y a pas eu de constat de mortalité groupée. Et après, je tiens à remercier en tout cas voilà, les vétérinaires qui ont témoigné avec des situations qui sont assez variables et ils l'ont bien décrit, parce que c'est des témoignages sur les constats cliniques de terrain qui sont très précieux pour nous tous. Valérie, en parcourant le chat, il y a aussi des questions. Tu as déjà donné des éléments de réponse, mais on va refaire une réponse formelle sur les indemnités financières envisagées ou pas par les services de l'État pour les cas de MHE et de FCO. Alors, je vais dire un adage, hein, encore une fois, peut-être, qui peut-être agacera certains, mais l'État ne peut pas tout, loin de là. Et il y a des choix qui ont été faits, classification au niveau européen, avec un engagement ou non des autorités administratives, comme on les nomme au niveau de l'Union européenne, sur la lutte contre les maladies. Donc, la MHE n'en fait pas partie, puisque c'est simplement un suivi des restrictions au mouvement. Mais néanmoins, voilà, les responsables des filières ont toute latitude à déposer des demandes. Ça a peut-être déjà été fait, ça, je n'ai pas l'information, que ça soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales, pour trouver un appui, voire de mettre en place des caisses de mutualisation voilà, des coûts pour les éleveurs qui sont concernés par des cas cliniques sévères, comme c'est fait pour d'autres maladies d'ailleurs. Merci Thibaut, j'espère que ça répond à ta question. Je voulais aussi refaire le point avec toi, Valérie. Il y a sur le chat une discussion, toujours par rapport à cette double recherche FCO et MHE, avec les confrères qui s'interrogent pour savoir si la FCO est recherchée dans les zones où il y a de la MHE et si la MHE est recherchée dans les zones où il y a de la FCO. Moi, de ce que j'en avais compris, c'est que cette fameuse fiche de signalement, elle sert au praticien à expliquer les symptômes qu'il a vus et les suspicions qu'il a. Et si le praticien il marque dessus qu'il a une suspicion FCO et MHE, les deux sont recherchés. Alors, sur le sujet, il y a un arbitrage qui est en cours au niveau national, hein, à la demande des services déconcentrés, comme on les appelle, donc les directions départementales et les directions régionales qui sont impactées, pour que ce point soit clarifié, notamment en termes de prise en charge, puisque ça conditionne tout, en sachant que pour l'instant, la position est plutôt que la FCO voilà, est une maladie en zootique, en tout cas pour le sérotype 4 et 8 en France, et que donc il n'y a pas forcément sur des signes cliniques prise en charge en fait de l'analyse par l'État. Mais je vous dis, donc ça va ça va changer, enfin ça peut changer pas mal de choses en termes de recherche, mais ce point-là, il est en arbitrage au niveau national à la demande des services. Ce que je sais, c'est que ce qui a été dit, c'est que concernant en tout cas la confirmation LNR, puis je l'ai déjà dit, sur la FCO, sur les départements qui sont déjà touchés par des épisodes cliniques FCO, il y a confirmation une fois par le LNR et puis après par la suite, une fois qu'on sait que c'est le sérotype, puisque vous savez que c'est un sérotype, c'est bien un sérotype 8 qui sévit en fait dans les zones qui sont atteintes, mais une nouvelle souche qui peut expliquer la morbidité qui est observée, mais ça c'est en cours de recherche en fait à l'ANSES également, hein, pour essayer d'étayer à la fois le niveau de morbidité et de mortalité observée, hein, avec des demandes de remontée de données pour objectiver tous ces éléments. Et je pense que ces éléments vont être sans doute mis en place aussi, mais je ne sais pas dans quel délai, puisque les acteurs, il faut un peu prioriser les actions des acteurs engagés. Donc, pour la MHE, pour objectiver aussi la morbidité et les effets sur les cheptels
mais qui peuvent être tout à fait lancées à l'initiative, notamment des organisations à vocation sanitaire, hein, sur le terrain, en recueillant des informations auprès des élevages touchés. Et juste d'un point de vue purement pratico-pratique, pour le praticien qui fait une suspicion, quand il remplit sa fiche de signalement, c'est bien lui qui a l'initiative des demandes, FCO, MHE. Et s'il en demande que la FCO, est-ce que quelqu'un passe derrière pour demander la MHE? Et s'il demande que la MHE, est-ce que quelqu'un passe derrière pour demander la FCO? Alors, toujours, hein, je suis prudente puisque, comme je vous l'ai dit, c'est en cours d'arbitrage au niveau national et on peine effectivement à avoir une position, mais c'est normal, hein, ça engage des volumes financiers qui sont conséquents. Donc, sur la surveillance, de ce que j'en ai compris, en zone réglementée, on recherche la MHE. Hors de la zone réglementée, a priori, en première intention, la MHE n'est pas recherchée. Ok, merci. Il y a Mylène Lemaire qui voulait prendre la parole. Elle a levé la main il y a un petit moment. Vas-y, Mylène, on t'écoute. Oui, c'était juste pour revenir sur, en effet, les délais de confirmation. J'ai l'impression de revivre la crise FCO 2008 et puis il y avait des délais de 3 semaines aussi qui nous ont fait perdre du temps, d'autant plus qu'à l'époque, là, il y avait un vaccin en plus. On recommence les mêmes erreurs et c'est peut-être juste pour remonter peut-être des tableaux avec les positifs à la DGL ou au LNR. Ça, c'est faisable. Déjà, si c'était dans Sigal, on pourrait remonter les résultats. Je pense que pour le Covid, aucun LNR nous a confirmé les résultats, hein, quand on a dû faire du Covid. Et je ne vois pas du tout en quoi ça change et le LNR, il va être submergé là. C'est dommage d'attendre 3 semaines pour une confirmation alors que ça va être le même résultat. Je ne comprends pas très bien. Ça, je rebondis là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on refait les mêmes erreurs par rapport à ça. Voilà. Et par rapport aussi au labo, il faudrait quand même rapidement qu'on sache ce qu'on doit faire, hein, MHE ou FCO, quoi. Ça, moi, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on sache. Et s'il vous plaît, évitez un bac+5 à l'enregistrement, ça m'intéresse. Voilà. Merci pour cet apport, Mylène. On va de toute façon, les choses bougent très vite. Comme elle a dit Valérie, il y a des gens qui se posent la question déjà. C'est un premier point, donc on devrait avoir la réponse très rapidement pour MHE, FCO. Excusez-moi, j'aurais une question. Est-ce que ça concerne des éléments cliniques? Est-ce que des cas cliniques ont été observés sur les ovins ou les caprins avec la MHE? À ma connaissance, ces espèces sont réceptives, mais est-ce qu'il y a eu des manifestations cliniques? Émilie, elle a levé la main. Non, c'est pour dire que nous, en tout cas, on n'a rien constaté ni sur les ovins ni sur les caprins. D'après ce qu'on a vu, j'ai parlé avec Clément Mesdac ce matin, du coup, le collègue à Vivien. Pareil, hein, ils n'ont pas vu de signes cliniques ni sur les ovins ni sur les caprins. Voilà, c'est les réactions qu'on peut vous... Même dans des élevages où il y avait vraiment le troupeau juste à côté, hein, où il y a vraiment une contamination qui est fortement probable. En tout cas, enfin, voilà, sur le terrain, on n'a rien... Pour l'instant, on n'a rien constaté. Alors nous non plus, effectivement, et on est une région où les élevages ovins et caprins sont extrêmement entremêlés. Donc, mais c'était pour savoir si ailleurs, éventuellement, des cas ou des suspicions avaient pu être établis sur des petits ruminants. François Schächer, qui a levé la main. Alors, c'est juste pour faire celui qui fait semblant de connaître un peu quelque chose là parce qu'il a lu les publis. Simplement, on considère, mais je vais vous le dire et en même temps avec beaucoup de précautions, on considère que les ovins sont réceptifs au sens qu'ils sont susceptibles de multiplier le virus, mais pas sensible ou très peu sensible. Bon. Le problème étant que soit ça a été fait en conditions expérimentales et avec des résultats en matière de sensibilité pour les bovins qui sont toujours très décevants.
C'est-à-dire que, y compris lorsqu'on prend des souches d'origine bovine circulantes et ayant été associées à des troubles cliniques sévères chez les bovins et qu'on les inocule à des veaux, ça donne pas grand-chose, quoi, hein, pour dire les choses simplement. Et évidemment, dans ces conditions-là, lorsque ces mêmes souches sont inoculées à des ovins, ça donne pas grand-chose non plus. Donc, en gros, on n'a pas d'argument, en tout cas sur le plan expérimental, pour dire que les ovins sont sensibles, même si on a des arguments pour dire qu'ils sont réceptifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de multiplier le virus. Et après, quand on revient à des situations dites de terrain où il y a eu circulation de souches avec de sérotypes, bon, pas dire souches pour faire simple, avec des signes cliniques sévères sur les bovins, c'est aussi des zones où il n'y a quasiment pas de moutons, donc on n'a pas la possibilité de conclure sur la réelle absence de signes. Alors, tout ce que vous apportez là, au point de vue information, même si c'est encore préliminaire, évidemment, hein, mais est intéressant, que ce soit à Lannemezan ou à Saint-Girons. Pardon, Jérôme, ou à Oloron. Je voudrais juste ajouter pour compléter l'information sur voilà, les actions qui sont en cours au niveau national. Il y a parallèlement au suivi de la maladie, voilà, aux échanges avec les scientifiques et avec les organisations professionnelles, que ce soit agricoles et vétérinaires. Il y a aussi beaucoup d'échanges avec l'Union européenne, les pays, les États membres de l'Union européenne et notamment ceux qui échangent, enfin qui reçoivent nos broutards notamment, que sont l'Italie et l'Espagne. Et également avec les pays tiers qui en général qui importent des animaux, de manière à essayer de mettre en place des conditions acceptables pour que les échanges puissent se poursuivre et ne soient pas stoppés, de manière à ne pas mettre les éleveurs et les filières dans des difficultés importantes, comme vous avez sans doute pu constater, voilà, pour certains éleveurs qui étaient bloqués dans les échanges. Donc, ces négociations sont en cours avec des résultats encourageants concernant l'Espagne et l'Italie. Et on devrait avoir voilà, des conditions pour peut-être permettre à terme, selon certaines conditions, et notamment peut-être des conditions de PCR négatives, donc réouvrir des marchés pour les broutards des éleveurs de la zone réglementée. Mais tout ça est en cours. Valérie, il y avait quelques petites questions précises par rapport justement au maintien des exports. Attends, je vais te la retrouver. Est-ce que quand on est... Il y avait un truc sur les broutards italiens, espagnols, et que je ne la vois plus, bien sûr. Il y a un veto de l'Ariège qui se demande pourquoi attendre jusqu'à mi-décembre pour pouvoir envoyer des broutards en Espagne quand elle est elle-même infectée. Et l'autre, je ne la retrouve pas. Bon, si quelqu'un la voit, elle peut prendre la parole. Ou celui qui l'a posé. On a GTV 31 qui souhaite parler avec lever la main. Ah voilà, attends, j'ai trouvé ma question avant de la reperdre, je vous l'ai dit. Ah, Peut-on exporter vers l'Italie et l'Espagne à destination de l'élevage, deux pays dans lesquels il y a plusieurs foyers? Alors, le principe, c'est que le principe général, c'est que les échanges vers les États membres pour l'élevage sont bloqués actuellement dans la zone réglementée, donc les 150 km et la liste des communes
voilà, auxquels vous avez accès et où les opérateurs ont accès également. Et comme je le dis, après, pour les pays tiers, ça dépend des conditions imposées par ces pays tiers. Certes, l'Italie et l'Espagne ont des cas de MHE, mais voilà, il se trouve que l'Espagne, les deux régions dont les noms m'échappent, qui sont le plus concernées par les arrivées de broutards en fait en provenance de France, actuellement sont encore indemnes de MHE. Donc l'Espagne, voilà, veut sans doute préserver cette situation. Mais par contre, les échanges avec la France en bilatéral sont très encourageants et devraient peut-être aboutir sous peu. Par ailleurs, l'Italie, les cas recensés sont en Sardaigne et Sicile. Et donc, les zones Piémont qui reçoivent nos broutards, pour l'instant, n'ont pas de MHE. Donc, les Italiens vont sans doute demander des garanties. Donc, là, ce que la France espère, c'est qu'il y ait une possibilité d'accord bilatéral, ce qui, normalement, n'est pas dans les délais pas tout à fait possible encore pour la MHE, mais il y a une accélération qui a été demandée auprès de l'Union européenne pour qu'il puisse y avoir des accords bilatéraux entre les pays pour permettre des échanges, y compris éventuellement à partir des zones réglementées sous conditions. Par contre, en zone indemne, voilà, tel qu'on peut l'appeler pour l'instant, en tout cas hors de la zone réglementée définie des 150 km autour des foyers, les échanges se font de manière habituelle, mais je pense que ce n'est pas forcément la question, même si dans la région, il y a encore des zones qui sont épargnées. J'espère avoir répondu. Par contre, je n'ai pas trop compris la question, si c'est foyer. En fait, sur un foyer, donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, l'interdiction de mouvement concerne les animaux qui expriment cliniquement la maladie. Par contre, les animaux des élevages foyers, donc sans signe clinique, en tout cas dans l'état actuel de ce qui est défini, et je vous rappelle que nous sommes voilà, sur des décisions qui sont évolutives, donc peuvent bouger aux mêmes conditions que les autres animaux de la zone réglementée. Donc que j'ai redéfini et sur lesquels je ne reviendrai pas. Hein, voilà, des insectisations et depuis ce week-end, PCR négative qui va se mettre en place progressivement. Super. C'est Camille Boucharel qui avait posé la question. Je vois qu'elle lève la main. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, bonjour. Excusez-moi, en fait, c'était via une zone non infectée. Bon, l'Aveyron, en théorie, on ne l'est pas. En pratique, je ne sais pas. On peut exporter vers bon, l'Espagne ou l'Italie, c'est la question mais qui nous intéresse au moins. C'est plutôt vers la Grèce aussi, de savoir dans les négociations. Enfin, il y avait Pierre Arsac de l'Upralacone à la dernière visio qui disait que 47% des exports ovins partent vers la Grèce. Du coup, les ovins sont concernés, même si ils sont réceptifs, mais on ne sait pas s'ils sont sensibles. Et du coup, dans les négociations, enfin, on parle beaucoup des broutards, mais les ovins, 47% des exports vers la Grèce, enfin, si c'est maintenu, et puis pendant 2 ans jusqu'au dernier cas positif, enfin, je ne sais pas si c'est tenu, enfin, si on tient bien compte en fait des ovins aussi, en plus des broutards. Oui, oui, merci de la question. Ça a été effectivement cette problématique avéronaise sur les ovins reproducteurs laits notamment, hein, et voilà, ce circuit commercial vers la Grèce a bien été remonté et bien pris en compte. Donc, il y aura des négociations aussi avec la Grèce, hein, sur ce sujet. Qui, a priori, pour l'instant, voilà, en tout cas, est plutôt favorable, mais voilà, ça prend un petit peu de temps, ces négociations bilatérales. Hein. Donc, mais en tout cas, c'est bien intégré et c'est bien intégré par le ministère, hein, ce volet échange avec la Grèce. Et merci. La parole au GTV 31, du coup? Oui, juste pour remettre une couche sur ce qu'a dit Mylène, est-ce que la carte peut être réactualisée
tous les mardis en fonction des résultats des PCR des labos et non pas de la LNR. Et là, je peux vous assurer qu'elle va changer sérieusement. Parce que sinon, on va faire comme elle disait, la crise AFCO que j'ai connue, parce que j'ai quand même un âge avancé. On va avoir un mois et demi de décalage entre le début de l'épidémie et la fin. Avec la seule différence avec la FCO, c'est qu'on avait attaqué juillet-août. Là, on attaque octobre. Bon, même si les conditions météo sont favorables, ça devrait un peu se calmer. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc, je suis désolée hein, de répéter ce que j'ai déjà dit. À ce stade, la confirmation LNR est demandée pour tous les cas, avec effectivement des délais. J'en ai bien conscience. Après, la situation n'est pas la même que pour la FCO. Il n'y a pas de vaccination. Hein. Donc, de toute façon, comme l'a dit Estelle, et elle a insisté dessus, hein, on est sur un traitement symptomatique pour amoindrir en fait les effets potentiels. Non, après, ce que je voulais dire, c'est quand même bien que les vétos qui sont limitrophes au département aient une carte qui est actualisée. Nous, on a un réseau sanitaire entre vétos, on a un WhatsApp, donc on a su très vite qu'à la Mezan, il y avait le premier cas. On a su le deuxième cas sur Montrégeau, dont on n'a toujours pas le résultat. Et du coup, ça nous a permis d'intervenir assez vite. Ou, par exemple, chez les laitiers, de commencer à faire une désactivisation et ils sont très peu touchés. Donc, il y a quand même une réactivité qui est importante de savoir pour les vétos limitrophes s'il y a des cas présents ou pas dans les départements limitrophes. Il va y avoir le Gers, les autres départements qui vont commencer à toucher. Alors oui, il y a cette zone des 150 km, mais cette zone des 150 km ne s'applique que quand l'élevage est dit infecté avec un résultat positif LNR. C'est juste pour une réactivité en fait des vétérinaires de terrain. Parce que si les conditions météorologiques continuent encore un mois comme ça, vers encore super beau, on va vers l'explosivité de la chose. Et ce que disait le 64, nous on l'a dans le 31, où là on commence les dépistages parce qu'on a eu l'aval de les faire, et on peut être quasiment à 20 ou 25 dépistages par jour de foyers infectés, avec des animaux extrêmement touchés, où on est en train de soigner. On revit la crise de la FCO, mais je pense en plus importante au niveau médical. Parce que souvent, FCO, avec un traitement antibio et anti-inflammatoire, ça passait seul. Là, on est obligé de drencher les vaches. On est obligé de repasser des fois sur des animaux qui ne peuvent plus se lever. Et après, on aura aussi le suivi de tout ce qui est la repro qu'il y avait eu pour la FCO. On avait un point d'interrogation, donc ça, on le saura un peu plus tard, par rapport à des retards de chaleur, des infertilités soit trop. Donc, je ne sais pas s'il y a de l'épidémie là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour que en fait, les vétérinaires du terrain soient informés des cas. Parce que comme je disais, si vous êtes là, on va dire dans le centre de la France, de l'Aveyron, la carte qui a été présentée, là, il va se dire, oh, ça va, 2 foyers dans le 64-65, c'est pas énorme. Et c'est pas du tout la réalité terrain. Alors, on en est à 19 foyers hein, pour dater de jeudi dernier. Évidemment, il y a beaucoup de suspicions qui sont en cours. Hein. Je pense que c'est des choses qui sont connues. D'où la réunion aujourd'hui, hein, donc à l'initiative du GTV Occitanie, et merci beaucoup au GTV, à Estelle Kern et puis au professeur Schetcher de s'être mobilisé dans des délais assez courts hein, pour effectivement pouvoir partager avec les vétos sanitaires, et vous voyez qu'on est nombreux connectés. Voilà la situation, sa réalité, avec une zone réglementée actuellement qui reflète peut-être pas totalement la réalité, mais en partie quand même. Et c'est bien dans toute la zone réglementée qu'il y a cette surveillance. Et donc, progressivement, on imagine, d'après vos témoignages, et encore merci, hein, que cette zone réglementée, la semaine prochaine, sera à nouveau étendue. Et voir certains suspectent que très rapidement, il y aura une extension très large. Donc, c'est un choix du ministère de l'Agriculture, concerté avec les organisations professionnelles, je le rappelle, hein, de mettre à jour les données une fois par semaine, avec peut-être une certaine inertie, effectivement, sur le côté lié aussi à la charge hein, de confirmation par le LNR, qui, je pense, souhaite aussi avoir les éléments, enfin voilà, les éléments analytiques en fait pour surveiller aussi le sérotypage
Il a été indiqué par François Schellcher que potentiellement, il y a des possibilités de réagencement, etc. Là, on est sur le sérotype 8. On a la FCO qui circule par ailleurs actuellement. Et donc, je pense que le LNR veut suivre ça. Enfin, le LNR à la demande conjointe à la fois des services de l'État qui sont, on va dire, dans la coordination et puis des organisations professionnelles suivre l'évolution du virus. Ouais, moi, c'est pas contre le LNR que j'en ai, enfin un petit peu quand même, parce que je pense que la capacité du LNR à traiter 100 à 150 dépistages, c'est ce qui va se passer dans 2-3 jours. Je pense qu'ils vont pas pouvoir le faire. Donc l'actualisation de la carte, elle ne va pas se faire en temps réel. Moi, après, c'est juste une information que je donne, quoi. Donc après, bah, ça va vite se savoir. Et là, l'avantage de ça, c'est que les vétérinaires qui ne sont pas dans les départements de 64, 65, 31 et 09 bah, peuvent éventuellement oui, faire bien attention à ce qui va arriver dans les 15 ou 3 semaines qui arrivent, sachant qu'à peu près ça progresse entre le cas de l'Admezan et Montrégeau, il y a dû y avoir une semaine, entre Montrégeau et nous sur sa liste du Salat, à peu près une semaine, on va dire, oui, ça progresse de 40 à 50 km tous les 2-3 jours, quoi. D'accord, merci. Mais effectivement, la carte n'est pas en temps réel, c'est clair. Mais il y a 12 départements hein, qui sont en zone réglementée. Non, ça je l'entends, mais le nombre de foyers qu'au départ, c'était 3 foyers, quoi. Oui, bon, écoute, bon, à ce stade, je pense que si je puis intervenir là, y a pas, bon voilà, tout le monde est convaincu au moins suite à cette réunion que c'est parti et qu'on l'arrêtera pas dans la zone Piémont-Pyrénéen au sens large. Donc à la limite, l'information, elle n'est pas sur les voisins immédiats, hein, du type le bas de la Haute-Garonne versus les Hautes-Pyrénées, quoi. L'information, elle est plus, et les précautions, c'est plus pour ce qui nous concerne, en matière de département, c'est le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Aveyron. Donc, en gros, c'est les départements limitrophes. Et à la limite, c'est les départements qui sont limitrophes à à la zone les fameux 150 km, la ligne jaune là, qui était sur la carte de Valérie Vogler tout à l'heure. Mais sauf que quand on est confronté au problème, ben on en prend la mesure. Et quand on en est un petit peu plus éloigné, on se dit, bon, bon, on verra bien, quoi. Et ensuite, il faut arriver par rapport à ça aussi à persuader les professionnels éleveurs des mesures à prendre, et notamment en matière, et avec les limites que ça a sur le plan environnemental, etc., sur l'aspect insecticide, quoi, voilà, et traitement insecticide. Oui, mais Et pour tout ce qui est du sud, là, enfin alors moi j'appelle ça le Piémont pyrénéen, quoi, hein. Bon, je sais pas, alors un Piémont plus ou moins étendu, évidemment, mais bon, ben c'est cuit, quoi. Enfin, c'est cuit, c'est parti, et c'est pas la désinsectisation, elle va limiter les problèmes dans certains élevages, mais clairement, la diffusion, elle est partie. Et en toute honnêteté, parce qu'il ne faut pas refaire l'histoire systématiquement, bon, moi j'ai vu apparaître les premiers cas, j'ai suivi les aspects espagnols. Et quand j'ai vu des cas du côté de l'Ouesca, je me suis dit, bon, ça y est, on est bon, quoi. Mais je vous le dis tel que je l'ai perçu, je n'imaginais pas que ça irait aussi vite et que ça traverserait les Pyrénées aussi vite. Alors peut-être que ça n'a rien à voir d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que c'est
les mêmes moucherons transportés par le vent de sud qui ont contaminé les élevages de Huesca et des Asturies, et aussi les élevages du Piémont pyrénéen, et que ce n'est pas par saut de puces successifs que ça a diffusé. Enfin bon, en attendant, là, c'est parti et ça ne s'arrêtera pas sur tout ce bas du Grand Sud-Ouest, quoi. Bon, donc, à la limite, la prévention, s'il devait y en avoir, c'est plus à nano, en quelque sorte. Donc, dans la zone 150 km, là, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, bon, Gironde, il n'y a plus rien. Mais, enfin, il n'y a plus d'élevage. Tarn, et puis ensuite, ben, juste au-dessus, quoi. Sauf que juste au-dessus, ben, côté Aveyronais, pour dire la chose simplement, ils sont en pégé avec la FCO, quoi. Bon, voilà. Donc, normalement, ils devraient déjà avoir pris les mesures, en tout cas, autres que vaccinales, par rapport à la limitation de la diffusion des insectes vecteurs. Non, mais après, François, je disais pas ça pour nous. Nous, on sait qu'on est Non, dans non, le, mais je dans le sais bien, merdier. oui. Après, c'est que les vétos du Gers, des Landes, du Tarn et du Lot bah, sachent-le, et ça a été l'intérêt aussi de cette réunion, Mais l'exclusion de la chose. Moi aussi, j'ai été étonné de la rapidité de la chose. Hein. Et tu as voilà. raison, hein, c'est l'essentiel enfin, à la limite, c'est plus vous, pardon, excusez-moi, hein, mais je suis tout à fait en prenant Ah oui, tout oui, à oui. fait en considération. Mais bon, voilà, vous avez été surpris, on a tous été surpris, c'est parti. Mais voilà, bon, mais c'est effectivement c'est le nord de la zone là enfin le nord, nord-est, enfin tout ce que vous voudrez, enfin tout ce qui est en jaune là, ou et en dessous du jaune et juste au-dessus du jaune, et qui, à ce stade en matière de prévention qui est important, quoi. Ah oui, ok, pour ça. Bon, Estelle, je te propose peut-être qu'on conclue parce que je vois que l'heure n'est pas Oui, très bah voilà, loin. j'étais en train de me dire que vu qu'il était 14 heures et que la plupart d'entre nous reprennent les consultes à 14 heures, bah, je vous propose de rester sur ces belles paroles de notre maître François et de voir après. Alors, on fera, si les besoins se font sentir, on refera des visios. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez tout centraliser sur Virginie, que je suis en train de surcharger de boulot. Mais voilà, elle est là pour vous. Et après, on a aussi la chance d'avoir Valérie qui est vraiment super à notre écoute et à nos côtés pour relayer et diffuser toutes les infos qu'elle voit passer. Donc voilà. Bon, ben voilà, je vous Merci à tous remercie. merci à tous d'avoir participé. Je pense qu'on a été très nombreux et les échanges étaient super, surtout pour les retours sur ce que les vétos, nos collègues vivent chez eux. Bon après-midi.